La vallée de la Clarée, située dans les Hautes-Alpes, est proche de Montgenèvre et Briançon. Elle est collée à la frontière franco-italienne. C'est un site naturel classé, proposant des paysages exceptionnels, une nature et un patrimoine préservé. Elle est traversée par la Clarée. Entre 1400 et 2000 mètres, la vallée, très enneigée l'hiver, est un patchwork d'alpages et de forêts de mélèzes. Émilie Carle, née Émilie Allais, le 29 mai 1900, à Val-des-Prés, près de Briançon, Hautes-Alpes, est morte le 29 juillet 1979, à l'âge de 79 ans, à Val-des-Prés, est une institutrice et femme de lettres française. Elle est l'auteure du récit autobiographique Une soupe aux herbes sauvages 1977, traduite en plusieurs langues, puis du livre posthume Mes rubans de la Saint-Claude 1982. Sa vie est une succession de joies, de peines, de travaux, d'efforts pour aider sa famille, protéger son cadre de vie, et mener une existence conforme à son idéal libertaire et pacifiste. Émilie Carle est née dans une famille de petits cultivateurs, dans un village montagnard. Elle avait 5 frères et sœurs. L'exploitation de la ferme exigeait beaucoup de travail, pour une mince quantité de production. Sa mère mourut à l'âge de 36 ans, en travaillant, foudroyée, dans un champ lors de l'été 1904. Émilie avait tout juste 4 ans. Rapidement ses journées furent remplies doublement, à l'école pour apprendre, à l'étable, et dans les champs, pour participer aux travaux de la famille. Elle avait un projet, devenir institutrice. Elle a écrit « J'aimais aller à l'école, j'aimais l'étude, j'aimais lire, écrire, apprendre. Dès que je suis allée à l'école, je me suis sentie chez moi et c'est là que je me suis épanouie. » Elle fut la seule de la famille à poursuivre des études. En 1916, elle partit à Paris pour continuer à étudier et acquérir son diplôme d'institutrice. Elle y découvrit le milieu des pacifistes et des anarchistes et fut sensible à leurs idées. Mais quelques années plus tard, elle fut atteinte de tuberculose et dut revenir vivre à l'air pur de ces chères montagnes. Elle enseigna alors dans différentes écoles et vécut dans des conditions matérielles rudimentaires. Les récits de ses frères, mobilisés sur le front de la guerre 1914-1918, et ses relations durables avec les mouvements anarchistes parisiens, la convainquirent de l'absurdité des guerres, et de la nécessité d'agir, pour construire un monde meilleur. En 1927, elle rencontra Jean Carle, son futur compagnon. Il était libertaire, pacifiste, et libre-penseur. Après la Première Guerre mondiale, Jean avait refusé ses médailles militaires, et sa pension d'ancien combattant. Tous deux menèrent une vie militante de combat pour leurs idéaux. En 1936, le gouvernement français du Front populaire créa les premiers congés payés pour les salariés. Dans leur village de Val-des-Prés, Jean et Émilie ouvrirent une auberge, utilisant les vastes bâtiments de leur ferme. Ils y reçurent leurs camarades citadins, heureux de les faire profiter de la pureté de l'air montagnard et de la beauté de l'environnement. Les discussions étaient passionnées. Mais cette clientèle n'était pas riche. Le plus souvent, le salaire de l'institutrice servait à équilibrer les comptes. Au début de la guerre de 1939-1945, leur fillette jouant dans la rue, fut écrasée par un camion d'un convoi militaire, traversant le village. Elle n'avait que 6 ans. Pendant l'occupation allemande, Jean dut s'enfuir, et se réfugier dans un camp de maquisards. Il avait appris qu'il était en tête d'une liste d'éventuels otages établis par la préfecture, à la demande des occupants. Il quitta le camp volontairement, quelques semaines avant la libération, sans se douter qu'il échappait de peu à la mort, le camp étant destiné à être rasé par les Allemands, 2 jours après son départ. Il mourut en 1962, épuisé par ses longues luttes. Émilie Carle a fait don de son corps à la science. Dans les années 1970, il était question d'un grand projet de voie rapide, passant par la vallée de la Clarée, voie rapide de Fos-sur-Mer, Marseille, à Turin, en Italie. Émilie Carle, craignant qu'une telle voie rapide ne devienne une autoroute, source de gêne, de pollution et dommages à la nature, dans ce remarquable environnement, travailla à créer une association de protection de la vallée, avec de simples slogans comme des moutons, pas des camions. La vallée de la Clarée aux paysans. Laissez les montagnards tranquilles. Suivirent des affiches, des tracts, des pétitions, des audiences à la préfecture.
Le 13 août 1974, Émilie Carle était à la tête d'une manifestation à Briançon. Elle avait réussi à y réunir 13 tracteurs et 300 manifestants, venus de leur village, malgré les heures de travail perdues, en pleine saison de fenaison. En octobre 1975, une conférence de presse eut lieu à Paris. Ce fut un nouveau succès pour le mouvement. Émilie Carle répondit avec spontanéité et pertinence aux questions des journalistes. Elle expliqua la situation des petits cultivateurs, affirma le devoir absolu de protéger la nature dans cette vallée. Peu à peu, la protestation progressa, fit son chemin dans les milieux concernés. En 1976, le projet de voie rapide, éventuelle future autoroute, fut abandonné, et priorité donnée à la protection des champs, des fermes, à la pureté de l'air, à la beauté de la nature. En juillet 1992, le classement de 2 communes de la vallée de la Clarée était acquis, Névache et Val-des-Prés. 2 autres communes de la vallée voisine, vallée de la Guisane, ont aussi été classées, Monetier-les-Bains, La Salle-les-Alpes. Dès lors la vallée était protégée contre les projets risquant de la dénaturer gravement. Plus tardivement, c'est le classement en Natura 2000 de l'ensemble de la vallée de la Clarée, qui s'est concrétisé dans un document d'objectifs Clarée. Pour la vallée de la Guisane, plus artificialisée, en raison de la présence de la station de ski de Serre-Chevalier, ce n'est qu'une partie de celle-ci, qui a pu intégrer le réseau N2000, avec une 3e commune concernée, Saint-Chaffray. Dans son livre autobiographique, Émilie Carle parle non seulement de sa vie, mais aussi avec sensibilité et humanité de la vie des montagnards. Elle détaille longuement les petits faits qui témoignent bien de la difficulté de vivre dans cette région. Elle décrit les travaux quotidiens et les améliorations apportées par le progrès aux villages éloignés. Institutrice, elle est en contact permanent avec ce milieu populaire dont elle est issue. Son récit est un témoignage remarquable sur la vie des familles de paysans dans les Hautes-Alpes, pendant l'entre-deux-guerres, premier poêle à charbon, raccordement au réseau électrique, amélioration de l'équipement ménager. La possibilité d'améliorer le confort quotidien dépend des récoltes, de la santé du bétail. Elle raconte aussi les longues veillées d'hiver, et l'entraide nécessaire dans les moments difficiles. À l'école, elle s'efforce de travailler dans la ligne de son idéal. Elle tient à ce que ses élèves développent leur propre talent, aiment l'étude et respectent les valeurs morales, solidarité, respect d'autrui, responsabilité individuelle. Elle décrit avec enthousiasme son espoir de voir le monde devenir meilleur et appliquer de nouvelles valeurs morales. Son livre reçut un grand succès et devint le sujet d'un téléfilm, en 2 épisodes de 90 minutes, adapté par Michel Letellier, et réalisé en 1997, par Alain Bonneau, avec Annie Girardot, dans le rôle de l'institutrice retraitée. La vallée est aussi le lieu où se déroule le roman d'Éric de Carmel, Mon cœur contre la terre, publié en 2019, qui relate l'histoire d'Anna, écologue, originaire de la vallée, montée à Paris, et qui revient dans sa région natale. La paroisse de Névache est la structure sociale, dont l'existence est la plus anciennement documentée, grâce aux documents que conservait la prévôté de Saint-Laurent-d'Oulx, qui prélevait la dîme. Le 28 juillet 1333, dans le testament qu'il dicte à la Perrière, le dauphin Guigues VIII ordonne à ses exécuteurs testamentaires de faire reconstruire l'église de Névache. La cosaigneurie de Névache. Névache semble avoir fait partie, dès leur prise de possession du Briançonnais, des fiefs que les dauphins de Viennois tenaient de l'empereur germanique, au travers du royaume d'Arles. Ils s'en servent de monnaie d'échange, afin de pouvoir participer à la cosaigneurie, que les descendants de Witbold de Bardonnèche avaient créée, dans cette communauté et dans celle de Bollard, et de Rochemol, probablement, à la faveur des troubles de la succession de Bourgogne, à la fin du Xe siècle, et qui échappait à la suzeraineté des princes de Briançonnais, soit qu'elle était considérée comme un alleu, soit qu'on la tienne vassale immédiate du royaume d'Arles. Certains historiens, ou érudits, ont conjecturé que Névache faisait partie de la seigneurie de la famille de Bardonnèche. Les documents qui énoncent les propriétés que le dauphin transfère au fils du roi de France, en 1343, distinguent le fief de Bardonnèche et le fief de Névache. Le 27 septembre 1272, à Bonneville, le dauphin Jean Ier
avec le consentement de sa mère, Béatrice de Faucigny, a fait ode à Boniface de Bardonnèche, les biens Delfino de Névache. Le 22 septembre 1282, le dauphin Jean Ier remet à son fidèle et familier Boniface de Bardonnèche, et à ses successeurs, en augmentation du fief de Bardonnèche, et sous réserve d'hommage, la juridiction sur les biens, et les personnes nobles et non nobles, de la paroisse de Névache. Le 3 octobre 1282, Anne de Bourgogne, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de la Tour du Pin, qui a succédé à son frère, le dauphin Jean Ier, confirme à Boniface de Bardonnèche, l'inféodation qui lui avait été concédée de la juridiction, sur la paroisse de Névache. Le 21 septembre 1310, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le dauphin Jean II de la Tour du Pin, confirme à Hugonet de Bardonnèche, fils de Boniface, l'inféodation de la juridiction, sur Névache, que son oncle avait concédée à Boniface de Bardonnèche, et à ses descendants. Le 21 juillet 1332, Hugues de Bardonnèche, et Montgalvin, Boniface, et Mathieu de Navès, co-seigneurs de Névache, cèdent au dauphin Guigues VIII, les vassaux, les redevances, les droits de justice, et tous les biens qu'il possède à Névache. Le 11 août 1250, le dauphin Guigues VII de Viennois renonce, en faveur des habitants de la paroisse de Névache, contre 30 livres viennoises et 30 sols viennois, pour le salaire du Mistral, payable le jour de la Saint-Michel, à son droit de lever sur eux des tailles. Les habitants de la paroisse se voient reconnaître par la même occasion le droit de s'assembler, hors même de la présence du châtelain, afin de répartir entre eux cette dette, mais doivent s'adresser au châtelain, pour contraindre les réfractaires, et les mauvais payeurs. Cette concession qui tend, au fil du temps, à se généraliser en Briançonnais, et dans plusieurs régions du Dauphiné, est la plus ancienne connue dans la seigneurie briançonnaise. Elle constitue l'acte fondateur du régime municipal de Névache, encore que les habitants de la paroisse de Plampinay sont exclus de ses bénéfices. En 1328, les habitants de la vallée de Névache, avec ceux de Cézanne et d'Exil, encouragés par Robert Horus, se soulèvent contre le pouvoir du dauphin. Une révolte a lieu la même année à Bardonnèche, contre ceux des co-seigneurs. En 1332, le dauphin Guigues VIII passe un accord avec les habitants de Névache, par lequel ceux-ci s'interdisent toute forme d'intelligence avec le comte de Savoie. En 1343, la communauté de Névache rentre, pour la seule paroisse de Plampinay, dans le système d'accords complexes, qui régissent les escartons du Briançonnais. La paroisse de Névache comme celle de Bardonnèche, de Rochemol et de Bollard, dispose de sa propre charte, et profite de l'ambiguïté de sa situation, pour conserver un semblant d'autonomie en certaines matières. Le 18 mars 1386, la communauté de Névache achète à Hugonet de Bardonnèche, pour la somme de 300 florins, un ALE qu'il possède sur son territoire. Le 14 août 1476, les communautés de Névache, de Montgenèvre et de Val-des-Prés obtiennent une ordonnance de Jean d'Aillon, gouverneur du Dauphiné, qui fixe le nombre de feux taxables, en fonction de la fertilité des fonds de chaque communauté, et non du nombre de leurs habitants. Les châteaux de Névache. La tradition orale veut que le sommet du rocher nommé la Taroche soit le site où un premier château fut construit. Il n'existe à vrai dire aucune preuve de son existence. L'hypothèse de sa destruction par les Sarrasins est tout aussi fantaisiste. Le projet d'inféodation du Dauphiné à l'Église romaine, transmis par le dauphin Humbert II de Viennois, au pape Benoît XII, fait état d'un castrum de Naveïcha, mais aucun document, contrairement aux autres châteaux delphino du Briançonnais, n'en mentionne le châtelain, ou une quelconque réparation des défenses. Il est probable que ce château, ou une fortification du hameau de Ville-Haute, n'a jamais existé. La tradition historiographique locale voit néanmoins, dans la base du clocher de l'église actuelle, les vestiges de la tour de ce bâtiment. Le plus grand événement du XVIe siècle à Névache réside certainement dans la reconstruction et l'embellissement des églises de Névache et de Plampinay. À la fin des années 1920, la Commission royale du Grand Paradis décide, avec le concours financier du gouvernement italien, de procéder à une expérimentation de l'acclimatation du Renne dans les Alpes, et choisit la vallée étroite pour accueillir les animaux qu'elle acquiert en Norvège. 2 mâles âgés de 4 ans et 5 femelles, âgées de 2 ans.
semi-domestiques, arrivent à Bardonnèche le 10 février 1929. Ils sont dans un premier temps parqués dans un enclos près de la gare, mais les mâles prennent l'habitude de s'en échapper afin d'aller pâturer où bon leur semble. L'un d'eux finit par vivre en liberté. Ils sont finalement tous mis en liberté aux abords du lac Vert. Quelques incidents font craindre à leurs propriétaires de la commission qu'ils ne passent la frontière française, et celle-ci décide de les installer dans le Grand Paradis. Le territoire de la commune s'est agrandi de la vallée étroite, qui était auparavant italienne, en 1947, à la suite des rectifications de frontières, après la Seconde Guerre mondiale. Cet ajout constitue une exception, à la règle faisant passer les frontières, aux lignes de partage des eaux.